À Ziguinchor, à l'embouchure du fleuve Casamance, dans le sud du Sénégal, se trouve une île idyllique. Avec son paysage magnifique, sa verdure et ses plages. Il fait beau, le soleil rayonne, la terre respire et le fleuve nous accueille. Nous sommes dans un endroit touristique, culturel et historique. Nous sommes à Carabane. Chers téléspectateurs de TACJO, comme je l'avais dit, nous sommes arrivés à Carabane pour y découvrir son histoire. Nous sommes en compagnie de M. Sarr. Alioune Sarr. Alioune Sarr, Oui. notre grand-père. Nous allons vous laisser vous présenter et nous présenter le village de Carabane. Bon, comme vous le dites, ici le village de Carabane, vous savez, il est là à l'embouchure du fleuve Casamance. Vu sa position géographique, à l'entrée, il y a le village de Djogé et le village de Nikin. Ok. Voilà. Donc, comme vous le dites, Carabane, d'abord a été découvert par les Portugais dans les années 1645. Ah oui. C'est les Portugais qui ont découvert Carabane. C'est pour vous dire combien de coups d'histoire. Donc, après les Portugais, ils n'étaient pas venus pour faire soit du commerce ou bien s'installer. Ils ont vu que ici c'était une brousse touffue. Il y avait des animaux sauvages, des éléphants, des hyènes, des biches, de n'importe quoi. Ah oui. Ah oui, parce que Carabane c'est une très grosse île. Elle fait presque 4 à 5 fois 10 fois Gorée. Ah oui. Donc c'était touffue et eux ils ne se sont pas intéressés pour habiter, pour rester à Carabane. Ok. Bon, après, comme vous savez, les Portugais, ils préfèrent faire la navigation. Ouais. Et ils ont préféré continuer le cours d'eau. Cause pour laquelle les Portugais ont dénommé Carabane s'appelait île des moustiques. Tout à l'heure, ils m'ont piqué. Tu en as goûté tout à l'heure. Bah oui, clairement. Donc c'est ce que les Portugais ont fait pour dire Carabane, île aux moustiques. Okay. Donc ils n'ont pas fait un long feu, ils sont partis. Okay. Et puis maintenant, un temps après, les Français sont venus. Okay. Les Français sont venus presque dans les années 1826. Okay. Voilà, dans les années 1826, par le fleuve aussi. Ils sont allés, ils ont vu Carabane, ils sont partis, ils sont allés jusqu'à Brin. Ok, Brin. Ils sont allés jusqu'à Brin. Il faut savoir que le premier drapeau français en Casamance a flotté à Brin. Okay. Entre Brin et Djibonker, ils ont demandé à installer des maisons de commerce. Okay. Vous voyez? Donc après, c'est de retour par le Marigot, les Brins, ils sont repassés jusqu'à l'embouchure. À la pointe de Djogé, à l'embouchure là-bas, ils ont demandé à quelqu'un qui était là-bas. Ouais. Le Toubab lui a demandé, mais il veut partir, mais il lui a demandé, mais maintenant ils ont fait face à Carabane. Ça c'était au retour pour rentrer. Ce dernier lui a dit, comme il ne comprenait pas français, il lui a dit en langue Diola. Non, il lui dit en Diola, non, Babou Karab Katan. Karab Katan, c'est-à-dire Karab Katan, ça qui veut dire que non, là-bas c'est la part de quelqu'un. Ah, ok. C'est là où est venu le nom Carabane. Ok? Ok. Karab Katan, oui. Carabane. 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 Ils ont écrit Carabane. Ok. Donc c'est comme ça, d'une façon étymologique. Ok. Maintenant, quand ils sont partis, ils ont envoyé maintenant des éclaireurs, soi-disant des éclaireurs, pour venir prospecter comment faire pour occuper cette île. Parce qu'il les a déjà, quand il a dit Carabane, ils se sont renseignés, ils ont su que Carabane appartenait au village de Kagnout. Parce que seuls les gens de Kagnout faisaient ici la récolte du vin et tout, les cultures, les affaires. Il y avait un très grand fétiche qu'on appelait Elinkin, en langage diola, un fétiche dangereux. Il est là-bas derrière Carabane, dans un village, dans une petite brousse, il s'appelle Djiboma. Le fétiche est là-bas. C'est malheureux qu'on n'en parle pas et que ce fétiche a joué un rôle très important dans l'histoire de la Casamance. Le fétiche est toujours là-bas. Ah oui? Oui. On peut avoir une brève... Non, Djiboma, c'est-à-dire s'il fallait faire des offrandes ou bien des prières, il quittait là-bas,
vous savez que nous, c'est loin d'ici. Il y avait des villages que nous, tout le monde s'en battait, ils se rencontraient là-bas pour faire des offrandes, des prières, des sacrifices. Oui. À quelle fin? Non, quand on demande de faire des sacrifices, c'est qu'est-ce qu'on veut? Nous souhaitons avoir cette année une bonne pluie, beaucoup de riz et tout ça là. Mais quel est le lien entre le fétiche et la colonisation? Non, ça ce que je dis, c'est quand ils sont venus trouver l'île en tant que telle. Ok. Maintenant, même le colonisateur, quand il a pris, je vais aller un peu plus loin, quand ils ont rencontré le chef, les chefs de village de Kenyout pour leur acheter l'île. Maintenant, ils sont tombés d'accord et les Toubabs sont parvenus à acheter cette île à la somme de 196 francs français. Donc cette île-là, elle appartient aux Toubabs? Bien sûr, elle appartenait. L'acte de cession qui a été écrite, elle date du 20 janvier, si j'ai bonne mémoire, 1836, que les Toubabs ont acheté l'île. Et maintenant, les Toubabs ont dit, maintenant on vous laisse la bourse de Djiboma pour continuer vos cultures, vos sacrifices. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais après, avant de partir aussi, ils ont récupéré en même temps, les Français ont récupéré en même temps la bourse de Djiboma. C'est comme ça que Caraban, maintenant, quand ils ont acheté maintenant l'île, de 1836, c'est maintenant, parce que l'appétit venait en mangeant, comme que les Portugais ne viennent plus, les Français maintenant, ils ont préféré maintenant s'installer. En faisant leur plan, comment faire pour s'installer, parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner beaucoup de choses en ce temps-là, en Casamance. La brousse, comment on appelle, l'élevage, tout ça là, tout était à merveille. Donc ils ont préféré s'installer ici. Il y avait la douane, ils ont installé ici leur bureau de douane et toute l'administration coloniale était installée ici, cause pour laquelle, je vous dis, la première capitale administrative, toute l'administration coloniale était installée ici. Et les autres commençaient à venir s'installer, les grandes maisons de commerce, la CFAO, Devé Chomé, Morel et Prom, comment on appelle, etc. Il y en a beaucoup, les maisons de commerce rouennaises. Toutes ces grandes maisons que vous entendez en Europe, je dis, en France, étaient là, ils avaient des représentants à Caraban et chacun avait son appontement ou ses bateaux accostés pour transporter leurs marchandises, leurs produits. Mais il y avait aussi la douane ici. Et tous les impôts de la Casamance se payaient ici. Parce que vous savez, avant on payait les impôts. On payait les impôts, oui, les gens payaient les impôts. Mais ici, autant de colons, ça se paye en espèces. Soit c'est sur du riz, peau de vache, arachide, etc. En nature, quoi. En nature. Et apparemment aussi, la Caraban, c'est la première, disons, ville, le premier village lotissé de la basse Casamance. Ah oui, l'île de Caraban, grâce aux résidents que les Français ont installés ici, il s'appelait Emmanuel Bertrand Bokandé. C'est lui qui a donné le droit de lotir Caraban en 1852. Caraban est loti depuis 1852. C'est le premier village de la Casamance qui est loti. Toutes les rues de Caraban que vous voyez là ont des noms. Cette rue a un nom. Caraban est loti, c'est à cause de l'hivernage. Parce qu'avant, pourquoi ça a été loti? Les gens habitaient d'une façon anarchique. Parce qu'il y avait d'une part les Balantes, les Diola, les Manjacs, tout ça là. Même eux, les Toubabs, ils étaient excentrés, ils habitaient de l'autre côté, là où on a créé maintenant l'école publique là. Ils habitaient là-bas, sans compter ceux qui étaient là-bas en ville, on peut dire avant en ville. Maintenant, Caraban était bourg. Il y avait des rizières, des cultures même. Donc en hivernage, il y avait beaucoup d'eau. Et ça, après ça, l'hivernage aussi, il y avait souvent des incendies. Parce que les gens ont habité d'une façon anarchique. Maintenant, il a dit, on va lotir Caraban. Lui, il dit, on va lotir Caraban en plan damier. Quand je te montrer le plan, tu verras que Caraban est loti en plan damier en 1852. Nous voilà à l'école spéciale professionnelle. Une école qui, pendant la période coloniale, aura servi à redresser la délinquance juvénile. Ici, nous sommes au niveau de l'école spéciale professionnelle. C'est le vrai nom. École spéciale professionnelle. Parce que nous, on a entendu que ici, bon, c'était un lieu de transit des esclaves qui venaient de Ziguinchor pour Gorée. Bon, aussi, bon, c'est un centre de redressement juvénile. Après, bon, on a eu beaucoup de versions. On aurait aimé savoir quelle est l'histoire derrière ce bâtiment. Ok, bon, comme nous l'avons dit, nous aussi, comme nous l'avons dit, je vais vous raconter l'histoire comme nous l'avons dit,
avec le pot d'archives Imaout au niveau du Sénégal. Okay. C'était en Europe, et à Marseille, et à Toulon, et ailleurs. Les archives, finalement, dañu dem. Donc là, présentement, c'est mon école spéciale professionnelle. Okay. Donc, nous avons une école, comment dirais-je, maison des esclaves. Okay. Mais ce n'était pas une maison des esclaves en tant que telle, comme on l'écrit en français comme ça. Non, c'était une maison de redressement. Avant que ça soit une maison de redressement pour les jeunes, la délinquance juvénile de l'Afrique de l'Ouest. Hein. De toute l'Afrique de l'Ouest? Ce n'est pas pour le Sénégal. Okay. Il faut être précis. La délinquance juvénile, ça concernait toute l'Afrique de l'Ouest. Okay. Ça ne concernait pas d'ici jusqu'au Mali, au Libéria, partout. L'Afrique de l'Ouest. Okay. Donc, eux, ils ont créé d'abord, ils en faisaient ce qu'on appelle des centres agricoles. C'était en 1888. Ça a commencé à Thiès. Okay. La première école spéciale. Hein. Ça a commencé en 1888 à Thiès. Okay. Jusqu'en 1912. Mais en ce moment, ils ont confié l'éducation de ces jeunes délinquants, je pourrais dire, entre guillemets, au Saint-Esprit. Comme on le dit, quoi, les prêtres. Okay. Le Saint-Esprit, pour qu'ils puissent ils peuvent éduquer les enfants. Okay. Après, ils ont vu que peut-être le projet et l'esprit escompté, ils ne l'ont pas eu. Ils ont transféré maintenant ce centre d'éducation, ils disaient même orphelinat, à Richard Toll. Okay. À Richard Toll, c'est dans les années 1900, presque de 1912 jusqu'à presque 1916. Okay. Ça n'a pas tellement duré. Pourquoi nous avons les centres agricoles? Parce qu'en même temps, ils utilisaient ces jeunes pour cultiver dans les champs, de l'arachide et autres. Mais en même temps, les éduquer. Ah ouais. Bon, après Richard Toll, ça n'a pas marché. Ils ont transféré le centre à Bambey. Okay. À Bambey, ça s'appelait le pénitencier agricole de Bambey. Et maintenant, à partir de Bambey, c'était la même chose comme ils le faisaient à Richard Toll. Vous savez, le colon, ils essaient de tenter là où ça marchait. Okay. Ils ont vu qu'à Bambey, ça n'a pas tellement marché. Ils ont transféré maintenant, en 1927, l'école spéciale professionnelle de Carabane. C'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Donc ça, c'était pour éduquer les enfants, qu'est-ce que je peux dire, indisciplinés, et qui divaguaient dans les rues, les délinquants, voilà, jusqu'à 20, 22 ans. Donc pour les éduquer, les apprendre maintenant. Et c'est pourquoi on a des écoles spéciales professionnelles. Non seulement c'est une école spéciale parce qu'il y a une spécificité, et maintenant professionnelle. Vous verrez tout à l'heure, il y a des ateliers. Il y a des ateliers ici. Il fallait les apprendre à des maçons, des charpentiers, des électriciens, des plombiers, tout autre. Yeah. Et ça aussi, je pense que c'est un système qu'on peut restaurer. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la prison qui sont là à choper des maladies, à purger des peines, alors ces personnes-là auraient pu être utiles à la société. En effet. C'était d'ailleurs eux. En fait, nous, les gens ont cru que peut-être c'était une méchanceté, mais d'une part, c'était pour les éduquer, les apprendre à être réinsérés dans la vie sociale, et devenir, comme que c'était des jeunes en général, et devenir des personnes, comme je peux le dire, entre guillemets, des personnes vraiment normales, et conscientes, et comme que c'était avec un fort impact, dans la société. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai qu'après on utilisait ces lieux pour transférer des esclaves? Non. Par exemple, en effet, l'esclavage a existé en Casamance en général et à Carabane d'une façon peu spéciale, mais d'une façon clandestine. Ça, c'est très important. Parce que tout ce qu'on recueillait comme esclaves dans la Casamance, il fallait les transiter à Carabane. Il faut passer à Carabane pour les transiter vers Gorée. Par les géolettes, ce qu'on appelle les géolettes. Il y a l'autre mot, les cotres. Voilà, dans ces soi-disant, ce n'était pas les bateaux à vapeur, mais dans les géolettes, dans les cotres. C'est à partir de Carabane qu'on était. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils les amenaient tard
vers les coups de 18h, 19h, je pouvais les stocker entre guillemets. Il y avait de grands magasins de commerce. Ok. Parce qu'ici, il y avait de grandes maisons de commerce, les maisons rouennaises, les Morel et Prom et tout ça, de grands magasins de commerce. Ici à Caravane? À Caravane. Ici, il y avait les Morel et Prom, les Devé et Chemin, les maisons Salagnac, CFAO, toutes ces maisons de commerce existaient. À l'heure où nous sommes cette place, où nous sommes là à l'école spéciale, avant qu'elle ne soit école spéciale, c'était une maison de commerce appartenant à la CFAO. Ok. Avant l'école spéciale, hein, ici, c'était la CFAO. Ok. Donc, ces gens-là, on les stockait là, et maintenant, à 6h du matin, 7h du matin, ils continuent directement Le route vers Gorée. vers Gorée. Ok. C'est comme ça. Mais ici, les Caravanes, ce n'était pas un centre exactement réservé juste pour l'esclavage. Non, c'était juste un lieu de transit. Ok. Voilà. Machallah. Donc en tout cas, c'est l'histoire de cette école spéciale. En tout cas, le décor, il est toujours là. Hein. Il en reste, enfin, il y a quelques restes, mais on dirait que c'était joli quand même. Hein? Oui, c'était très joli. C'était très joli ce bâtiment. C'était bien fait parce que l'administrateur habitait là en haut et les prisonniers étaient de l'autre. Parce que vous savez, il était divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle le quartier pénitentiaire. On condamnait, vous pouvez les voir tout à l'heure, je peux vous les montrer. Okay. Il y a le quartier pénitentiaire et le quartier correctionnel. Okay. Le quartier correctionnel, c'est des jeunes qu'on emprisonnait pour jusqu'à 6 mois. Ok. Pas plus. Pas plus. Et ceux qui sont au quartier correctionnel, c'est ceux qui ont fauté qu'on avait condamné 2 ans et plus. Okay. Mais dans le quartier correctionnel, dans 6 mois, tu as 2 ans, dans 6 mois, avec ta discipline, ta correction, si tu es bien éduqué, tu es bien éduqué, on te ramène au quartier pénitentiaire. Pénitentiaire, ok. Voilà. Donc, et aussi, au défaut de cela, il y avait aussi les cellules. Il y avait des cellules pour des punitions. Okay. Bon, vous avez droit à être en cellule pour 15 jours. Okay. Ça ne dépasse pas. Si la faute est grave et que vous devez dépasser 15 jours, le directeur va faire une correspondance au supérieur à Saint-Louis. Et ça passe à Ziguinchor. Ils font une correspondance pour dire que tel et tel a fauté, mais il a purgé ses 15 jours. Mais s'il y a évolution, ils vont dire, selon le rapport, on va le laisser continuer sa peine, mais si c'est plus, ils trouveront une solution, soit pour le transférer ailleurs ou autre chose. Ça se passait comme ça, mais tu ne devais pas faire plus de 15 jours dans des cellules. Okay. Des cellules individuelles. Hein. Ok. Voilà. C'est bien. En 1962, dans cette classe. Ah ouais? C'est la première école publique quand les colons sont partis. Ok. Moi, j'étais dans cette classe, mais j'étais là en tant qu'auditeur. Je n'avais pas l'âge d'être à l'école. Parce que mon père, c'était le premier infirmier d'État du Caravane. Le dispensaire est là-bas. Okay. Mais ce dispensaire, c'est depuis le colon. Là, il y avait 2 salles de classe. C'était bien séparé. Ce n'est pas une salle, hein? C'est 2 salles de classe. Parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, le quartier professionnel et le quartier pénitentiaire. Okay. Mais ici, les détenus, les gosses, ils ont 1 heure de cours le matin et 1 heure de cours le soir. Comme vous voyez, ce n'est pas une prison comme ça, juste. Avec le soir, les murs sont partis. Là, il y avait un tableau. Et là, il y avait aussi un tableau. Okay. Voilà. Donc, c'était des salles de classe pour apprendre les élèves le français, le programme. Okay. C'était 2 salles de classe. Donc là-bas, c'était les ateliers? Oui, les ateliers, c'est là. C'est de l'autre côté, ici. Les ateliers, c'est là, de ce côté. C'est là. Donc, avec l'érosion, avec l'érosion, donc là, il y avait une séparation. Vous avez vu, on a allégué les arbres avec un de nos collègues du partenaire. Il y avait un mur qui séparait ici. Okay. Mais ça n'était pas fermé. Donc là, il y avait les ateliers. Vous voyez là, pour vous prouver la preuve, là, on apprenait pour la forge. Ouais. Vous avez vu? Ouais, vous avez vu le truc? Ouais. Vous avez vu? Ouais. Donc, le bec, le feu. Donc, vous savez, attends, ça c'était ce qui apprenait la forge. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, pour fabriquer des épées et des hilaires et tout truc de matériel qu'il fallait pour les travaux champêtres. Voilà. Donc, ça, parce que dans toute forge, après avoir, par exemple, faire chauffer le fer et autres,
tu pouvais utiliser pour là, il y avait du travail à faire pour tout faire pour modifier, tout ça. Donc ça, c'était les ateliers. Ici, ce que vous voyez là, c'était les ateliers. Ah ouais. C'était les ateliers d'une façon confondue, que ça soit les électriciens et tout, parce qu'on ne pouvait pas faire des ateliers d'une façon individuelle. Ouais, c'est collectif. Ok. Là, il y avait les armoires, les caissons jusqu'en haut. Là, il fallait arranger les outils. Vous avez vu? Donc, c'était ordonné. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, les ateliers, c'était là. Voilà. Vous savez aussi, les autres, comme il n'y avait pas presque le même travail, par exemple, les charpentiers, les menuisiers, donc là, ça peut les servir. Parce que non seulement tout ce qu'ils travaillent, vous savez, Caravane a occupé une place très importante dans la colonisation française en Casamance, et surtout à Caravane. Parce qu'il y avait beaucoup de colonies ici, il y avait des maisons en immeuble, il y avait du travail en ville. Là, avant on vous dit qu'il y avait du travail en ville, ce qui veut dire qu'ils pouvaient faire des travaux, que vous savez, ça ne concerne pas une école spéciale. On nous dit par exemple, il y a du travail à faire à l'église. Là-bas, il y a des modifications. Donc, ils pouvaient le faire ici, bien sûr, énumérant, il y a des rémunérations. Ah oui? Ah oui. Même les gosses des détenus, il y avait des rémunérations, il y avait des primes. Quelqu'un discipliné, tout ça là. Il y en avait. Je pense que je vous donnerai peut-être un document que je vais vous envoyer. Ah ouais. Vous aurez les détails. Non mais ça c'est bien, hein. Ça c'est un système qu'il faut restaurer parce que... Vous aurez un détail peut-être sur ça. C'est un système... Donc vous voyez ça, c'était des citernes. Parce que vous savez, Caravane, l'eau est saumâtre. Tout le village. Caravane, il n'y a pas d'eau douce, jusqu'à l'heure où je vous parle. Peut-être avec l'hivernage. Bon, maintenant, avec l'État, il y a des robinets qui sont là, qui sont insérés avec le fort. Ça fait un an peut-être. Mais avant, là, c'était des citernes d'eau. Une citerne est là, l'autre est de l'autre côté. De l'autre côté, la même citerne. Donc, quand ils ont mis, toutes ces toitures étaient en tuiles. Donc, il y avait des égouts. Et l'eau venait directement, c'était bien confectionné, et l'eau venait directement là, dans les citernes. Ici aussi, c'est une citerne. Et là, il y avait un robinet. Voilà. Il y avait un robinet ici. Moi, toutes ces citernes, je les ai trouvées intactes. D'ailleurs, ça a été jeté, c'est moi qui les ai remis ici quand j'ai fait l'exposition ici. Et donc, ils réservaient l'eau ici, pour l'eau douce. Il y avait un clapet pour ouvrir, il y avait l'eau Enangam, juste pour laquelle il y a cette cuve. Voilà, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était les systèmes de réserve. Là, comme vous avez vu, c'était parmi cette partie. Il y a deux bâtiments comme ça. En matière de pénitencier, on dit une chambre. Il y a une chambre ici, une chambre là-bas. Le quartier pénitencier. Et au fond, il y a le quartier correctionnel. Voilà. Et ça pouvait prendre jusqu'à combien de jeunes? Parce que là, on avait compté, parce que c'est facile à compter même à l'heure où nous sommes. Vous pouvez faire ça, c'est un détenu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fois 2. Fois 2. Voilà, Okay. c'est ça. Donc ça fait 36. 36. Et là, c'était des lits. Les documents que je vais vous donner, vous verrez, chacun avait un pactage. Voilà, il y avait un pactage pour chaque détenu. Mais, vous avez droit à un bain une fois par semaine. Ah oui. Oui, c'est un bain une fois par semaine. Et les visites aussi, il y en a pendant les week-ends dans le village. Mais seuls les disciplinés, ils ont droit à aller, avoir des permissions pour aller faire des trucs, des visites. Mais ceux qui n'ont pas une bonne note, bien notée, ils ne vont pas en visite au village. Parce qu'en ce temps-là, Caravane était prospère et puis ça marchait à merveille. Voilà, c'est ça, c'est par week-end, ce bâtiment. Je l'ai trouvé intact. Il y avait le poste de police, bien construit. Parce que l'entrée principale était là. Il y avait le poste de police. Donc c'était là la porte centrale. Ici, c'était pour les hommes de garde. Comme partout dans l'armée pénitentiaire, donc il y avait le poste de police, il y avait les hommes de garde. Leurs chambres sont là. Là, vous avez un puits, il faut fonctionner avec un puits. Ici aussi, il y avait leur grande cuisine. La cuisine se trouvait ici. Filan la woon, fii c'était quoi? Lavabo, banco. Tu as vu pour laver?
waaw ak affaire bi nii affaire bi c'est ça yàgg na bi depuis est là puis bi depuis les colons parce que ça c'était la place publique. donc c'est eux-mêmes qui lavaient leurs habits wala dañ ko doon. mais bien sûr. ok mais nous en tant que militaire tu laves tes habits à force d'être un prisonnier c'est eux qui lavent leurs habits. bien sûr léegi soo liggéey bi ba pare fii ngay kii. daal di yelendu deuxième sumbu yelendu les trous sont toujours là pour le faire passer. waaw waaw fële ci biir aussi am na benn lavabo mais bu ndaw la ça y à l'intérieur mais avec le truc là la suuf si érosion bi dafa xaw a disparaître. Ces ruines, qui à première vue peuvent paraître insignifiantes, constituent pourtant un aspect important de notre histoire. Si Carabane abrite un patrimoine remarquable, force est de constater qu'il reste insuffisamment valorisé. mais est-ce qu'il y a un projet pour restaurer justement cette... Oui, nous avons des partenaires, un tubaab du nom de Patrice. Il y a aussi l'université de Ziguinchor. ok Et il y a autres. Et il y en avait eu d'autres aussi. ok Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, ce site n'est pas encore reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO, quelles que soient toutes les demandes qui ont été faites. Ce site n'a jamais été révalorisé par l'État du Sénégal. Il y a eu des promesses, il y a eu des demandes, il y a eu des lettres, mais jusqu'à présent. C'est reconnu patrimoine national, mais ce n'est pas reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO. ah Et ça pourtant, moom ça interpelle. ça interpelle l'État. C'est un plaidoyer que nous avons fait, ça fait des années et des années. Et voilà. En ce moment, ce bâtiment n'était même pas à ce stade. Ah. Tout ce que Carabane a comme patrimoine, comme culture, Ouais, comme histoire. Comme histoire. Normalement, on ne devait pas laisser ce bâtiment. Le point de départ de la colonisation de la Casamance, le point de départ, le tremplin, c'est Carabane. Tout départ, c'était Carabane. Parce que c'est la première capitale administrative de la Casamance. Carabane. Que les gens ne confondent pas ce problème de Sédhiou, capitale et Ziguinchor surtout. Carabane est la première capitale administrative de la Casamance. Parce que c'est là qu'ils se sont installés premièrement pour faire tout ce qu'ils veulent et exploiter tout ce qu'ils veulent en Casamance. C'est à partir d'ici. Ça interpelle aussi le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et tout ça. Là, parce que le président de la République, parce qu'ici, normalement, on doit le valoriser parce qu'il y a des choses à faire. Et normalement, on ne devait pas laisser ce bâtiment. Vous avez vu l'état actuel, après la saison des pluies, en saison sèche, avec les herbes qui sont tous secs, le village vient. Avec notre partenaire Patrice, il met les moyens, les arbres, maintenant ça va, on a élagué beaucoup d'arbres pour ne pas faire tomber le mur. On nettoie l'environnement. Ouais. Même si sans toi peu, il pouvait nous aider à reprendre la clôture et garder le patrimoine en attendant. Et vous avez vu, il est en train de petit à petit. Nous faisons un appel solennel aux autorités et aux acteurs culturels pour qu'ils s'intéressent davantage à l'île. Nous avons découvert les ruines d'une ancienne colonie française ainsi qu'une école spéciale. Qu'est-ce que Carabane pourrait encore nous révéler? Quelle est l'histoire derrière cette église? Avez-vous déjà vu un homme enterré debout? La suite dans notre prochain épisode.